ton salut. Nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Libre Radio, la radio des riches très riches, pour vous les pauvres très pauvres. www.libradio.org. Voilà, bienvenue chers auditrices, chers auditeurs, c'est Libre Radio, la comète à la banane. Nous sommes depuis en direct et en public. Non, en fait, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en public aujourd'hui uniquement. Depuis la ville est à vous, la Vave Sécheron, avenue Blanc numéro 7, accolée à la ludothèque de Sécheron. Et nous sommes maintenant en compagnie de David Suyette. Bonjour à toi. Bonjour William. Bonjour à vous. Et Kim Grotscholten, bonjour à vous. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour. Alors vous êtes parmi nous au titre de, et là je vais énoncer justement les fonctions que vous tenez au sein de cette ONG qui s'appelle Toi pour tous. Oui, absolument. Voilà, alors toi David, pardon, non, mais voilà, tu vois, ouais. C'est l'amitié qui reprend le dessus Oui, comme ça. oui, Vous David Suyette, vous êtes donc volontaire à cette ONG chargé du partenariat, du sponsoring et du fundraising. Oui, absolument William. Donc voilà, je suis chargé de partenariat et de sponsoring comme volontaire au sein de l'ONG Toi pour tous. Est-ce que je fais un petit résumé oui, on peut y aller là, hein. On est dedans. Vas-y, d'accord. Donc en fait, nous cherchons à mettre en place des logements temporaires pour des gens qui se retrouvent temporairement en difficulté. C'est-à-dire aider ces gens qui se retrouvent parfois à l'hospice dans des chambres d'hôtel ou qui peuvent même se retrouver parfois en dehors de leur logement, ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Aujourd'hui, il y a des difficultés au niveau du travail, donc on sait tous qu'on peut se retrouver au chômage un peu du jour au lendemain. Voilà. On n'est pas là pour faire des théories, simplement nous on cherche à trouver une alternative, c'est-à-dire à dépanner les gens qui se retrouvent temporairement en difficulté. Voilà. On propose des tiny houses, des petites maisons qui seraient adaptables et qui seraient transportables et qui pourraient aider temporairement des gens qui ne pourraient plus être en mesure d'être dans leur logement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de témoignages qui nous parviennent et qui nous disent qu'ils dorment dans des caves. Moi, j'ai encore une personne ici dans le quartier où j'habite, à Sécheron, qui m'a dit que ça fait 5 ans qu'il dort dans une cave. Voilà. Donc nous, simplement, on dit, au lieu de... Essayons de trouver des solutions, simplement. Voilà, on a plusieurs possibilités. On est en discussion avec les autorités, on a eu des accords aussi au niveau des autorités. Donc on est très content, on est très satisfait de l'avancement de notre projet. Et je pense que Kim, la fondatrice, Kim Grotscholten, on dira plus à ce sujet. Voilà, alors justement, Kim Grotscholten, bienvenue à vous. Bonjour, merci. Merci de nous permettre cette fenêtre d'exposition qui est importante. On doit faire savoir notre action. Absolument. Alors justement, j'allais vous interroger pour commencer par cela. Depuis quand déjà Toi pour tous existe ? Ça fait un peu plus d'1 an que cette ONG existe. Nous avons été invités à l'ONU pour faire savoir justement notre initiative. Et c'est une initiative vraiment personnelle au départ, c'est vous-même qui vous êtes dit, voilà, il y a une situation d'urgence que l'on détecte ici à Genève, et du coup, il faut que je fasse quelque chose. De plus en plus de Suisses et de résidents se retrouvent par la force des événements sans domicile. Moi-même, j'ai été confrontée de près à ce genre de situation à la suite d'une séparation. Personne n'est à l'abri, rien ni personne aujourd'hui n'est à l'abri. Tout le monde pourrait vivre ce genre de situation à la suite d'une séparation, d'un divorce, d'une perte d'emploi, d'une expulsion, d'une faillite, à la suite de dettes. Ça peut être aussi un accident de vie, des événements finalement tels qu'une inondation ou un incendie. On peut très vite se retrouver sans avoir de toit. Ça peut être aussi des femmes qui vivent malheureusement la violence, qui doivent partir du jour au lendemain avec les enfants, ou des hommes, puisque des hommes malheureusement subissent la violence. Donc différents cas de figure qui viennent fortement précariser une situation, et il est de notre responsabilité individuelle et collective d'agir pour tous ceux qui se retrouvent dans cette situation de détresse, de transition. Tout à fait, oui. Revenons sur, pour commencer, la structure même de l'organisation de l'association Toi pour tous. Comment avez-vous trouvé une équipe ? Comment avez-vous formé une équipe justement qui puisse répondre, qui soit à même de répondre à cette situation ? Il s'agit d'un mouvement citoyen. Et de nombreuses personnes se sentent concernées de plus en plus par ce genre de situation, puisque cela touche toutes les classes sociales. Pas simplement les personnes à ressources
basse. Et effectivement, nous faisons appel à la collectivité, nous faisons appel au volontariat de nombreuses personnes. Chacun a des ressources, chacun a des qualités, des compétences. Et toute personne peut venir rejoindre l'équipe. Puisque c'est ensemble, c'est nous tous, nous avons cette responsabilité donc collective. C'est nous tous, en tant qu'acteurs du changement, qui pouvons faire en sorte de faire émerger de nouveaux modèles, des modèles précurseurs. Tout à fait. Alors justement, nous pouvons d'ores et déjà donner le site peut-être de l'association. Il s'agit de www.toitpourtous.org, www.toitpourtous.org. Et là, on a un formulaire, j'imagine, de contact, en plus des informations habituelles, j'imagine, des campagnes peut-être que vous menez. Mais de cela, nous allons continuer d'en parler. Juste encore pour en revenir au cadre même de l'association, de quoi auriez-vous actuellement besoin? Est-ce que vous êtes plus à la recherche de bénévoles pour soutenir le travail que vous faites, et également peut-être de nouveaux partenaires, qu'ils soient privés et publics, ou alors même peut-être de partenaires institutionnels? Je vais peut-être répondre à cette question. Donc effectivement, on essaie d'agir un peu à tous les niveaux. D'une part, on cherche évidemment des gens qui pourraient nous aider comme volontaires, donc des gens qui seraient intéressés par notre projet, qui pourraient s'impliquer avec nous et nous aider à faire progresser notre idée, en fait. Deuxièmement, effectivement, on cherche bien sûr des membres, on cherche des partenaires, des soutiens au niveau des entreprises privées, des soutiens peut-être sous forme de dons ou sous forme de parrainage. Nous cherchons actuellement aussi des soutiens, je dirais plus aussi au niveau des autorités qui puissent... on a eu déjà des bons résultats, donc, mais comme en Suisse, il y a le canton, la commune, donc il faut que tout le monde soit d'accord, voilà, donc c'est tout un travail. Kim est très très active à ce niveau-là. Moi je suis beaucoup en recherche aussi de partenaires qui pourraient nous soutenir dans différents projets qu'on a. Je pense qu'on peut en dire juste deux mots. Voilà, nous sommes en discussion avec le PAV, donc le projet de rénovation Praille Acacia Vernet. Et voilà, nous sommes en bonne discussion. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais on espère arriver à quelque chose qui soit constructif pour tout le monde. Voilà. D'accord. Est-ce que par exemple également, Kim, vous voulez ajouter quelque chose? Nous avons besoin, bien sûr, qu'un maximum de gens se mobilisent en devenant membres de cette ONG, puisque plus il y aura de membres, plus nous aurons de poids au niveau des autorités. Nous pourrons faire savoir la cohérence, la légitimité de notre ONG à travers un réel besoin manifesté par la population locale, par l'opinion publique. Effectivement, nous voulons rendre visible l'invisible. Bien souvent, quand des gens passent par ce genre de situation, ils n'en parlent pas, ils ont honte. Donc toutes ces situations s'écrasent sous le poids de la honte, et il est d'autant plus important d'agir parce que justement on parle de détresse morale, de souffrance qui est totalement indécente en Suisse en 2017. Tout à fait, oui. Alors effectivement, dans la deuxième partie, on parlera vraiment très techniquement des personnes que vous l'avez déjà ébauché, dans le sens où vous avez dit que tout le monde pouvait être touché, un accident de la vie est si vite arrivé, et ses conséquences funestes également, qu'on sait bien, pour celles et ceux qui ont traversé des périodes compliquées, que vraiment tout le monde peut être touché. On viendra là-dessus, mais encore, tout à l'heure, vous disiez, Kim, que vous êtes intervenu à l'ONU. Alors, j'aimerais en savoir plus par rapport à ça. Et puis, ça ira avec la question suivante. Est-ce que vous êtes en contact avec des pairs PAIRS ailleurs, en Suisse ou à l'étranger ? Nous avons été invités à la Journée internationale des ONG le 5 décembre dernier pour faire savoir notre action qui a été favorablement accueillie. On était ravis. C'était l'occasion de faire savoir aussi à d'autres pays cette action que l'on souhaite universelle, que l'on souhaite déployer à l'international. Ce sont des modèles systémiques qui pourraient s'adapter à différents pays en respectant bien sûr la culture, en respectant les différentes lois. Nous nous sommes rendus déjà à l'île Maurice pour justement l'objectif est de pouvoir asseoir le partenariat mondial pour répondre aux objectifs de développement durable 2030 promus par l'ONU. L'ensemble des États membres ont ratifié des accords fin 2015 avec notamment Didier Burkhalter. Donc la Suisse bien sûr s'est engagée sur le plan local, intercantonal, national,
internationales et infranationales pour diminuer la pauvreté. Le toit fait partie des premiers objectifs à atteindre. Il est vrai que sur cette terre, si la plupart des êtres humains bénéficieraient d'un toit, cela participerait à un peu plus de paix, en tous les cas plus d'équité. Donc il est bien de permettre aux gens de manger, d'avoir un repas par jour, en tous les cas en Suisse. Il y a des structures qui le proposent, mais il est important aussi de proposer des modèles incluants, c'est-à-dire permettre le toit, le repas, le toit et l'emploi. Des modèles incluants pour permettre aux gens de se sortir de ces situations, d'accéder à une meilleure condition de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à une personne qui est en situation de détresse ? Bien souvent, on va proposer à défaut de logement, parce qu'il y a on vit une vraie pénurie de logements ici à Genève. Donc, les organismes sociaux vont proposer l'hôtel. L'hôtel, on le sait, pour une personne individuelle, c'est 2 500 francs par mois. Pour une famille, ça peut aller jusqu'à 6 000 et quelques francs par mois. Donc, c'est la collectivité, ce sont nos impôts, c'est nous qui payons. En termes de bénéfices mutuels et réciproques, nous avons tous intérêt à agir. Cela permettrait des économies, cela permettrait en bonne intelligence de proposer des modèles qui respectent l'être humain. Donc on a effectivement une vision systémique où on doit prendre en compte différents paramètres pour permettre aux gens vraiment de se sortir de ces situations. Voilà, et on sait très bien que ce modèle-là est obsolète, ne fonctionne pas, crée de la souffrance. Absolument, oui, c'est clair. Il y a par ailleurs plusieurs associations effectivement internationales concernant le droit au logement. Et c'est vrai qu'effectivement, j'imagine que pour vous, c'est très intéressant également de voir d'autres modèles et d'autres pratiques pour pouvoir, pourquoi pas, étayer les propositions que vous faites. C'est pour voir avec les ministères de ces pays, vraiment asseoir ce partenariat mondial, puisque l'ensemble des pays membres s'y sont engagés. Donc, qu'y a-t-il finalement de concret qui est mis en place pour atteindre ces objectifs d'ici 2030 ? 2030, c'est demain. Donc nous devons tous, chaque pays, relever ce défi de pouvoir diminuer la pauvreté. Absolument. David. Oui, William. Veux-tu compléter ? Oui, j'aimerais juste peut-être ajouter un petit plus. Il y a certains pays que je connais qui ont des systèmes qui marchent très très bien. Je dirais en matière de réunion de personnes pour travailler ensemble, pour avoir du travail et lier aussi ce travail à des sociétés privées, des partenaires privés qui aident aussi un peu tout le collectif. Et je trouve que il y a des endroits dans le monde où ça existe et c'est assez intéressant. On pourrait en tirer quelques bénéfices, de regarder aussi les modèles qui se trouvent à l'étranger. Pourquoi pas, je veux dire, il faut être ouvert à tout et ça pourrait nous aider aussi à trouver des bonnes solutions pour la Suisse. Voilà. Ok, je comprends. Et est-ce que concernant justement la situation en Suisse, est-elle homogène ou y a-t-il vraiment des disparités entre, je ne sais pas, peut-être la frontière linguistique, contient-elle une distinction ou pas, ou est-ce que c'est plutôt le côté urbain, campagne, ou enfin comment est-ce que cette situation est depuis votre point de vue existe-t-elle en Suisse ? On perçoit ces difficultés, quels que soient les cantons, dans toute la Suisse romande. On pourrait penser qu'à Genève, puisqu'il y a une forte densité, il est plus problématique de pouvoir loger les gens. Mais là, la souffrance, cette détresse de non-accès au logement, elle est partout. Après, comme c'est une population qui n'est pas visible, qui ne peut pas être recensée puisque ces gens-là n'ont pas d'adresse, eh bien, quelques cantons peuvent dire « Écoutez, nous, on ne crée pas de logement d'urgence parce que tout simplement, chez nous, il n'y a pas de pauvres. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas détectés. Voilà. Ouais. Alors qu'on sait que, quels que soient les cantons, voilà, on a tout témoignage, dont, ça c'est les témoignages qui nous frappent le plus, des gens qui vivent ou qui ont vécu dans la forêt. Des femmes, parce que bien souvent pour une femme vulnérable, se retrouver à la rue dans un milieu urbain, c'est très hostile. Bien sûr, elle peut se faire agresser, etc. Mais surtout, ce qui est le plus lourd, je pense, c'est le regard des gens, c'est le jugement des gens sur une situation. Et donc, ces personnes préfèrent la forêt parce qu'elles se sentent peut-être davantage en sécurité, en tous les cas moins sous le regard des gens. Ce sont des gens qui soit ne connaissent pas leurs droits, soit qui n'osent pas demander. Là, en l'occurrence, on a plusieurs profils de personnes qui ont une 50aine d'années, qui n'osent pas demander à leurs propres parents
ou qui n'osent pas demander à leurs enfants, qui viennent tout juste d'atteindre la majorité. Et ces personnes savent que les enfants ne peuvent pas aider, ni les parents d'ailleurs. Alors après, quelles sont les catégories de population les plus touchées ? Ce sont les personnes retraitées, qui ont une petite retraite, ou alors les familles monoparentales. Et on sait combien aujourd'hui les gens se séparent. Oui, absolument. Dites-moi, est-ce que vous... Alors, j'ai bien compris, l'association existe depuis une année, mais j'imagine que dans vos têtes, elle est présente depuis plus longtemps que ça. Est-ce que l'on peut dire que nous sommes sur un chemin qui va vers le mieux, vers le moins bien ? C'est une situation qui est relativement stable depuis quelque temps ? Ou est-ce qu'effectivement, on s'aperçoit que du fait de l'émergence de la société civile, d'associations de solidarité, eh bien, on arrive quand même à pallier peut-être à quelque chose ? Où est-ce qu'on en est de ce côté-là ? Et vers quoi allons-nous ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question, William. En fait, qu'est-ce que je m'aperçois ? Moi, c'est simple. Moi, je suis de Genève. J'ai toujours vécu à Genève. J'ai grandi à Genève. Donc, j'ai vu l'évolution aussi un peu de la ville. Je parle aussi. J'ai beaucoup d'amis. Donc, je connais pas mal de gens. Je parle beaucoup dans les gens, simplement des gens même que je connais pas. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de soucis. Les gens ont de plus en plus de peine à payer leur loyer. La vie augmente, beaucoup de choses augmentent, les salaires ne suivent pas toujours. C'est pas toujours évident de joindre les deux bouts. Moi, j'ai des amis qui ont même des bons salaires ici sur Genève qui me disent j'ai de la peine à finir mon mois. Donc c'est une réalité. Maintenant, je sais pas en pourcentage combien de personnes ça touche. On n'a pas vraiment des chiffres précis là-dessus. Mais je pense que tout le monde connaît des gens qui autour de lui qui sont frappés par ces problèmes. Et voilà, il faut... Ouais. Il y a effectivement un phénomène en Suisse, c'est qu'à partir du moment où les gens ont des dettes, ils n'accèdent plus au logement puisqu'ils sont fichés à l'office des poursuites. Quelqu'un qui fait faillite à des dettes n'aura pas droit au chômage, donc ne pourra plus accéder au logement. Et à un moment, il faudrait pouvoir entrevoir que les lois évoluent pour permettre une seconde chance à ces gens-là. Absolument. C'est vrai que c'est assez compliqué. De manière administrative, on a pu, avec la radio, se rendre à l'HETS pour différentes enquêtes concernant la précarité. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes qui y auraient droit n'y accèdent pas, tout simplement parce que soit elles ne savent pas, soit effectivement ce problème d'amour-propre que l'on comprend bien. Voilà. Et beaucoup de gens aussi non éligibles. On donne des cas de figure. Je donne un exemple précis. Quelqu'un se sépare, vit un divorce, donc il y a la procédure juridique en cours. Cette personne doit tout de suite se reloger puisqu'elle ne peut plus vivre avec son ex-conjoint ou conjointe. Et là, en fait, ce n'est pas si simple pour cette personne, pour peu qu'elle ait un mi-temps ou peut-être plus du tout de travail, de tout de suite trouver une solution. Et là, imaginons, cette personne a une voiture. On va lui répondre, mais madame, monsieur, vous devez d'abord vous séparer de votre véhicule avant qu'on puisse vous aider. Si quelqu'un a une épargne, au contraire, il se dit, moi, cette épargne, j'ai économisé toute ma vie pour peut-être plus tard, ma retraite, etc. Non, vous devez d'abord vous servir de cette épargne et seulement après, on vous aidera. Vous avez un bien immobilier, madame, monsieur, vendez-le et seulement après, on vous aidera. Mais vendre, on ne peut pas vendre du jour au lendemain, alors qu'il y a des situations d'urgence où les gens n'ont pas de trésorerie, ils ont besoin tout de suite d'être aidés. Absolument. Ouais. Alors, comment vous-même détectez-vous ces cas ? Est-ce que les personnes qui viennent vers vous, vous êtes sollicitées ou est-ce que vous-même allez observer, vous avez comme ça des personnes, des indicatrices, des indicateurs qui... Oh là là, en fait, on est débordés. C'est-à-dire que quand les gens ont appris notre action, ils nous appelaient tous, à part que nous étions en train de mettre en place ces modèles-là, ces nouveaux modèles. Donc en négociation avec les autorités, nous essayons de voir auprès de fondations philanthropes pour l'obtention de terrain, etc., pour justement permettre à de nombreux foyers, de nombreuses solutions. Voilà, tout ça, ça prend du temps, de l'énergie. Et les gens ont pensé qu'on pourrait faire l'accompagnement individuel. Alors, ça prend énormément de temps, d'énergie. En plus, nous ne sommes absolument pas assistants sociaux. Nous ne nous substituons pas aux organismes sociaux. En aucun cas, nous voulons travailler avec ces instances-là, ces organes-là. Et donc, oui, on a pu aider certaines personnes qui étaient vraiment en grande difficulté, des situations extrêmes. Mais ce n'est pas notre vocation première. C'est-à-dire que oui, on pourra le faire une fois qu'il y aura ces modèles-là existants. Ouais. Alors justement, comment ça se passe ? Si moi, par exemple, voilà, je suis une personne précaire qui est dans cette situation-là, et puis je m'aperçois que je tombe sur votre site. Quelles sont les démarches que je dois produire pour pouvoir vous rejoindre ? Alors, il est important d'avoir une démarche active. C'est tous ensemble, nous pourrons ensemble faire entrevoir ces nouveaux modèles. Donc,
effectivement, pouvoir devenir membre, hein, puisque ça répond à un réel besoin, nous aider. Actuellement, nous avons plus de 3000 personnes sur notre page Facebook. Si ces 3000 personnes devenaient membres, on aurait du poids au niveau des politiques. On pourrait se faire entendre. Parce que bien souvent, des journalistes, des politiques nous disent que la pauvreté n'existe pas en Suisse. De toute façon, on sait que la pauvreté n'a pas de frontières, elle est dans tous les pays. Donc il nous faut agir. Donc ces gens-là, on leur dit, écoutez, avant tout, soyez responsables. Tous ensemble, on peut avoir une action concrète. Hein. Absolument. Et très vite, si on peut le faire, on les aidera. Mais voyez, nous actuellement, ce qu'on peut faire, et on ne le souhaite pas, parce que ça prend vraiment énormément d'énergie. Nous, tout ce qu'on peut faire pour une situation vraiment d'urgence, c'est qu'on active notre réseau, donc les médias, social media, etc., pour trouver des solutions aux gens. Mais on va résoudre qu'une seule situation. On voudrait tant répondre à de nombreuses situations. C'est tellement frustrant de ne pas pouvoir aider les gens quand ils sont vraiment en détresse. Et sur le plan justement médiatique, est-ce que vous êtes relayé, est-ce que vous apercevez, sur le plan médiatique et politique, est-ce que vous avez des personnes relais, des personnes vraiment des alliés, pourrait-on dire? Oui, William, oui, nous avons des soutiens au plus haut niveau politique. Je ne sais pas si j'ose préciser le nom, peut-être qu'on peut dire, voilà. Nous avons eu le soutien donc, de l'Hospice Général qui nous a soutenus officiellement. Nous avons le soutien de M. Moropodia qui nous a écrit qu'on correspondait en fait à sa politique d'aide sociale. Et nous cherchons encore des appuis. Je dirais dans peu importe le parti, nous sommes apolitiques. Donc nous, le premier parti, le premier décideur qui prendra la décision de nous soutenir, nous, on sera évidemment très fiers de pouvoir dire son nom, par exemple, tout simplement. Et en ce qui concerne les partenaires privés, c'est toujours un peu plus long, mais ça peut arriver. Nous sommes en train de faire les démarches pour trouver des solutions avec les privés. Nous avons un bon contact avec une entreprise dans le bâtiment. Je ne vais peut-être pas citer le nom parce que les choses ne sont pas encore officialisées. Voilà. Mais oui, on a vraiment, on sent maintenant qu'il y a vraiment une envie commune de nous soutenir. Et c'est maintenant, il faut qu'on amplifie le mouvement, il faut que de plus en plus de gens nous rejoignent. Qu'on passe à l'étape supérieure. Voilà, supérieure, exactement. On peut devenir membre pour 60 francs par année, je pense que c'est pas énorme. 60 francs par année, ça fait 5 francs par mois. Donc voilà, nous, plus on aura de membres, plus on aura de poids, plus on pourra agir le plus rapidement possible. Absolument. Alors voilà, quel travail reste-t-il à faire? Eh bien c'est tout ça, c'est déjà d'informer les personnes sur cette pauvreté qui existe. Tout à fait, merci beaucoup à votre radio de nous aider à ça. Bon, le social media nous aide beaucoup. On a besoin effectivement des médias, on a besoin d'impacter un maximum de monde. Ouais. Qu'en est-il de campagnes actuelles ou d'actions qui sont là sur... vous êtes déjà ici à la VAV, à la ville est à vous. Ça veut dire que vous êtes organisé pour être présent. Et puis, y a-t-il d'autres choses qui sont prévues là dans l'immédiat? Oui, alors donc nous sommes très fiers de pouvoir dire que nous serons présents aux Fêtes de Genève. Très bien. Voilà. Très bien. Le 5 voilà. C'est une belle visibilité justement pour dire ce genre de choses qui sont souvent occultées, hein, comme vous l'avez dit. Voilà, donc vous pourrez nous rencontrer à cette occasion. Nous serons présents donc le 5 et 6 août aux Fêtes de Genève. Nous aurons un stand qui nous a été gentiment proposé. Dont on fait partie des stands d'associations qui est proposé par les Fêtes de Genève. Voilà. Nous serons le week-end prochain à festival local à Vevey. Très bien. On est très heureux aussi que de plus en plus de festivals nous ouvrent les portes parce qu'ils sont séduits de notre action citoyenne. Et puis, concernant les... J'en reviens 2 secondes aux partenaires, typiquement Carrefour Rue, parce que vous avez parlé tout à l'heure des tiny house, et il y a les villages, les petits villages de Carrefour Rue. Ça, c'est parmi les partenaires que vous comptez ou avec lesquels vous pourriez développer peut-être des
Nous sommes allés actions rencontrer de nombreuses associations, dont Carrefour-Rue. Nous trouvons leur travail admirable. Ce sont des villages qui s'adressent à une population de SDF, de sans domicile. Nous souhaitons intervenir au moment où la personne traverse des difficultés momentanées, de manière à ce qu'elle ne se retrouve pas en situation de marginalité. On souhaite intervenir avant. Et ce qui diffère à travers ces modèles, nos modèles, ce qui diffère, c'est qu'on veut tendre aussi vers des habitats à énergie renouvelable, avec du panneau photovoltaïque. Tout cela pour en fait éviter les raccordements. Ça permettrait aussi aux bénéficiaires de ne pas payer de facture, imaginons d'électricité. Et cela permet de respecter l'environnement. Tout à fait. Donc ce serait plutôt une complémentarité qui viendrait s'ajouter au service d'urgence de Carrefour-Rue, par exemple. Tout à fait, c'est important. De toute façon, on sait très bien que les centres d'abri d'urgence, Abri PC, l'Armée du Salut et même l'association Carrefour-Rue, on sait que tous ces centres d'accueil sont submergés. Durant l'hiver, ces centres sont saturés. Et on sait en plus, pas Carrefour-Rue heureusement, mais que ces centres ferment. Et ils ferment en général courant mars, voire mi-avril. Et on se rappelle des températures qu'il faisait encore au mois de mai. Même juin, on a eu quelques nuits où il faisait froid, où les températures descendaient aux alentours des 6 degrés, etc. Donc on sait qu'il y a des démunis toute l'année, qu'il nous faut trouver des solutions pérennes pour ces personnes-là. Une dernière question qui pourrait ouvrir une deuxième rencontre, en tout cas un épisode radiophonique avec vous si vous le souhaitiez, mais du point de vue politique, est-ce qu'il, selon vous, faudrait-il agir d'une certaine manière à sanctuariser le droit au logement, arriver à ce que du point de vue politique, une loi soit mise en place ou en tout cas une certaine action de ce point de vue-là? Est-ce que ça pourrait être une des actions que vous mèneriez? Je peux dire juste une phrase. Pour moi, un toit est une obligation. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Ce serait la loi qui devrait être faite, je trouve. Maintenant, je sais qu'en Suisse, il faut mettre en place les choses. Simplement, je pense que... Voilà, moi je pense que c'est ce que j'avais à dire. Je vais laisser la parole à Kim. En fait, ça fait partie des droits fondamentaux, le toit. Maintenant, face à la pénurie de logements, on voit que tout le monde n'accède pas au logement. Et c'est en ce sens que nous voulons promouvoir un modèle intermédiaire entre l'hôtel ou la rue. Et ce modèle aujourd'hui est nécessaire et plus que nécessaire. Comment se fait-il en 2017 que tout le monde n'ait pas accès au toit? On permet effectivement que les gens puissent manger chaque jour, mais je pense qu'on peut aller plus loin en 2017 et donc permettre l'accès au toit, c'est nécessaire. C'est en ce sens qu'on souhaite vraiment le soutien des élus. Alors comment faire? Nous on croit que ça peut passer par la base, par le soutien de l'opinion publique pour faire remonter tout cela aux plus hautes autorités. On sait que la loi, pour l'évolution de la loi, c'est entre 10 ans, même 15 ans et 30 ans. Et pour nous on ne peut pas attendre autant d'années pour que les choses évoluent. Pour nous, en qualité d'ONG, la légitimité prévaut à la légalité. Donc on n'est pas dans l'idée de la confrontation, ni même activiste. On est simplement citoyen, où l'on demande de manière très légitime de nouveaux modèles précurseurs. Oui, et puis effectivement, le fait d'alerter déjà les populations, c'est important au vu du défaut d'information qui règne. J'ai l'impression, en tout cas, quant à la pauvreté, il est vrai que, alors nous évidemment à la radio, on a moult exemples où on a interviewé des personnes qui arrivent, des expats qui sont de retour, des choses comme ça, qui nous disent bien, pour nous, en venant en Suisse, on n'a pas conscience qu'une pauvreté existe, tout simplement. Et là, on parle d'étudiants, de gens tout à fait qui sont, disons, quand même ouverts et puis, je veux dire, qui ne sont pas reclus dans un cercle. Donc ça, on y a vraiment assisté. La question, en fait, avait une deuxième partie, c'était de vous, et on va s'arrêter là, je pense, parce qu'il est déjà 3 heures, je pense que vous devez retourner au stand. Je suis désolé, je prends un peu de temps, mais je pense que c'est important. Mais la question était là parce que j'imagine que vous êtes confronté à l'immobilier et qu'à Genève, c'est une tension permanente. On a pu le voir au travers des années avec, à l'époque, une riposte qui était celle des squats, par ailleurs. Alors, qu'en est-il par rapport à ça? Est-ce qu'effectivement, le fait de vous allier une partie, en tout cas de la classe politique, permettrait à ce que certains gros propriétaires puissent faire un geste également? Là, je parle vraiment des grands des milieux de l'immobilier. Notre idée de départ était l'implantation d'éco-villages. Et pour cela, il nous faut trouver du terrain constructible de préférence. Alors oui, on peut faire appel au mécénat, on peut faire appel à des fondations qui nous mettraient à disposition ces terrains.
Ce n'est pas si simple. Ici, on est soumis à la problématique de la densité à Genève. On sait que les terrains ne sont pas tant disponibles et puis surtout que ces terrains sont très chers et qu'en général, puisqu'ils ont énormément de valeur, ils ne sont pas pour autant proposés à une ONG ou une association. Vous voyez, le but est la spéculation, de faire bien sûr du profit à travers ces terrains. Alors, on a dû entrevoir et adapter, entrevoir une adaptation de notre modèle, adapter notre modèle. Et c'est en ce sens qu'on imagine ici à Genève pouvoir aménager du logement provisoire dans des bâtiments existants. D'accord, donc ça, ce serait une des solutions que vous pourriez proposer assez rapidement, en fait, même. Voilà, sauf si, bien sûr, un généreux donateur nous met à disposition du terrain. Et ce modèle serait pionnier, précurseur ici à Genève, et permettrait de faire levier dans d'autres cantons. Absolument. Alors, maintenant, oui. On reste ouvert à ce que des privés, des particuliers qui seraient touchés par cette cause et veuillent aider donc d'autres personnes en situation de difficulté, puissent accueillir dans leur propre jardin, sur leur terrain constructible, une unité mobile, voire 2, voire 3, tout dépend de la surface. Des architectes nous suivent, ils nous font les plans gracieusement, ils se chargent de toutes les autorisations à demander. Et là, on peut entrevoir, sous forme de convention, un partenariat avec ce propriétaire qui pourrait bénéficier d'une partie des loyers. Très bien. David, veux-tu ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste ajouter quelque chose. J'ai un peu un rêve. C'est qu'un jour, un gros propriétaire nous soutienne. Mais j'ai ma petite idée derrière la tête. Mais voilà, je ne peux pas en dire plus. Je voudrais terminer sur une note d'espoir. Ces modèles-là, qui sont universels, ils sont inspirants, ils font du bien. Ce serait formidable de se dire qu'à travers le monde, on puisse trouver des solutions à tous ces gens qui sont dans la rue. Aux États-Unis, le nombre de gens, des familles entières qui sont sur les trottoirs, qui ont été expulsées à la suite de la crise des subprimes. L'Espagne a été touchée. La France, 3,8 millions de gens vivent le mal logement. Alors, ce serait merveilleux de se dire, ça y est, nous allons au sein des poches de pauvreté, nous allons au sein des bidonvilles et nous trouvons des solutions incluantes. Ce serait beau. Donc voilà, tous ensemble, tenons-nous la main pour trouver ces solutions. L'appel est lancé, quoi qu'il en soit. Et puis c'est vrai qu'une solidarité en amont et pas que lorsque justement on a traversé ces épisodes difficiles, eh bien ça permet également d'éviter moult souffrances et effectivement de ne pas devoir toucher un fond et devoir rebondir après, mais de pouvoir tenir toujours... Là, on veut désengorger toutes les demandes qui arrivent à l'aide sociale parce que bien sûr, ces organismes sont débordés. Donc, autant permettre à des gens de manière momentanée, mais s'ils auraient juste besoin d'un petit coup de pouce, d'une aide momentanée, le temps d'une séparation, d'un divorce, effectivement, ces dossiers-là ne devraient pas normalement... prendre des années. Ne devraient pas, en tous les cas, engorger les organes sociaux. Tout à fait. Alors David Suyette, volontaire de l'ONG Toi pour tous, Toi pour tous, chargé de partenariat, du sponsoring et du fundraising, ça fait quand même beaucoup de boulot. Oui, William. Merci à toi, merci beaucoup, à vous William. d'être venu. Kim Grotcholten, vous êtes la fondatrice, merci à vous d'avoir pris sur votre temps. On va vous laisser retourner au stand, non sans que vous ne rappeliez encore une fois le site internet de l'association. Alors le site internet c'est www.toipourtous.org. En un mot. TOIT. Pour tous.org. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. Merci beaucoup, Merci William. infiniment. Merci. Au revoir. Reach out, touch faith.